Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle matinée thématique organisée par l'Institut du Contract Management. Merci à ceux qui se sont déplacés et qui ont affronté le froid et bienvenue aussi à ceux qui nous suivent en direct. Donc nous allons nous intéresser aujourd'hui à la notion de causalité dans les réclamations. Et nous avons décidé de prendre ce vaste sujet par l'angle suivant, trouver l'équilibre entre théorie et pratique. Avant de laisser la parole à nos illustres panélistes, un petit mot d'introduction sur le pourquoi de cette thématique et sur notre choix, j'allais dire éditorial, comment nous avons souhaité l'aborder. Donc de fait, en même temps que se développe fortement, voire se généralise le contract management en France depuis ces 2 dernières décennies, se professionnalise aussi la manière de faire et ou d'instruire les réclamations. Schématiquement, le monde de la construction et des projets est passé du stade de la réclamation commerciale à celle beaucoup plus rigoureuse de l'exigence de conformité des demandes de rémunération complémentaire avec des dispositions contractuelles d'une part et le cadre légal dans lequel elles s'inscrivent d'autre part. Cette exigence s'impose de plus en plus, ne serait-ce que du point de vue du risque contentieux si les parties ne se mettent pas d'accord. Donc dans ce contexte, la notion de causalité a d'abord timidement fait une entrée très remarquée dans l'univers des réclamations de projets, au point de devenir aujourd'hui un incontournable. Mais comme pour tout game changer, cette arrivée rebat les cartes, les responsabilités et parfois agace, devient un irritant, car la causalité s'impose légitimement, car si la légitimité s'impose légitimement dans les démonstrations de préjudice, la question se pose aussi de savoir si on ne va pas trop loin dans l'exigence. En d'autres termes, tout est-il démontrable? À ce titre, la causalité ne devient-elle pas parfois le totem qui bloque la recherche du juste rééquilibrage économique de certains aléas de projet? En tant qu'association ayant pour ambition le développement d'un contract management performant, efficace, en 2 mots, utile au projet, l'ICM a décidé d'inviter autour d'une même table différents acteurs de projets majeurs afin d'adresser ce sujet et de réfléchir aux meilleurs moyens d'adapter nos pratiques et nos exigences dans l'intérêt de tous. Donc nous avons invité aujourd'hui des représentants de maîtrise d'ouvrage, d'entreprises, de maîtrise d'œuvre, des experts, des avocats et même un universitaire afin de nous éclairer sur leur point de vue et retour d'expérience dans le but, espérons-le, de dessiner des pistes constructives pour l'évolution de nos pratiques de contract et de claim management. Donc sans plus tarder, afin de rentrer directement dans le vif du sujet, je vais vous présenter nos prestigieux invités. Donc pour la première table ronde qui aura pour thème la causalité dans les réclamations entre exigences légales et application rigoriste, nous aurons le plaisir d'avoir François Licher. François est professeur agrégé de droit public depuis 2000. Titulaire à l'université Jean Moulin Lyon 3 depuis 2017, après avoir été en poste dans différentes universités, Metz, Montpellier, Aix-Marseille. Il pratique également à titre accessoire depuis 1998 une activité de consultant auprès de cabinets d'avocats, de personnes publiques et d'entreprises. Il est spécialisé dans la passation, l'exécution et le contentieux de contrats publics, mais intervient également en droit public de l'économie, en droit administratif et en droit pénal relatif aux personnes publiques. Les problématiques de favoritisme et de prise illégale d'intérêt en particulier. François est l'auteur de plus de 100 ouvrages et articles dans ce domaine, en français et en anglais. Il est notamment à l'origine et co-auteur de l'Encyclopédie du droit de la commande publique aux éditions EFE, mais aussi co-auteur des 10e, 11e et 12e éditions du droit des contrats administratifs avec le professeur Laurent Richet aux éditions LGDJ. Il est membre du cercle d'experts pour la rédaction de du Code de la commande publique, nommé en 2016 par la Direction des affaires juridiques du ministère de l'économie et des finances, qui a également participé à la réforme des CCAG en 2021. Enfin, François Licher a créé le 1er septembre 2020 et dirige depuis la chaire de droit des contrats publics au sein de l'université Jean Moulin Lyon 3, avec laquelle collabore humblement l'ICM. J'en parlerai à la fin de cette conférence. Un peu de teasing. Nous aurons la chance d'avoir aussi Benoît Dupuis, qui est docteur en droit
et qui a conseillé des entreprises de premier plan dans les secteurs de l'énergie, de l'eau et des infrastructures, avec un accent particulier sur la réalisation de grands projets d'infrastructures à l'échelle mondiale. Benoît Dupuis occupe actuellement le poste de directeur exécutif en charge des achats, du juridique et de la gestion des contrats de la Société des grands projets, en charge entre autres du Grand Paris Express. Il a acquis au fil des années une vision approfondie des exigences et des attentes des grandes entreprises en matière de soutien juridique et de conseil stratégique et est expérimenté dans le traitement des transactions complexes dans un environnement multiculturel. Nous aurons aussi Charlotte Dufour. Charlotte est avocate en droit des affaires chez Dalverny Avocats, avec une double formation, grande école de commerce et faculté de droit. Elle assiste les entreprises d'arbitrage national, en contentieux, judiciaire, et dans tout type de procédure de résolution amiable des conflits, en particulier en médiation de projet. Charlotte intervient en particulier en droit commercial et en droit de la construction. Sa spécialité est d'accompagner ses clients sur des problématiques techniques complexes, retards, réclamations, dans des secteurs de la construction, de l'énergie et des mines. Charlotte Dufour est également cofondatrice de l'ICM et collabore en particulier avec de nombreux experts. Vincent Lefebvre. Vincent dirige depuis octobre 2022 l'expertise construction du département Financial Expertise and Dispute Resolution de Eight Advisory. Il est diplômé d'un master en technologie mécanique de l'université Paris 6 Pierre et Marie Curie et de l'école normale supérieure Paris-Saclay et d'un master 2 en ingénierie des processus de production de l'école normale supérieure Paris-Saclay et de l'école des mines Paris-Tech. Fort d'une expérience professionnelle de plus de 25 ans dans les projets de construction internationaux, il intervient dans la gestion et dans la prévention des litiges. Au fil des ans, il a acquis une expertise dans un large éventail de secteurs de la construction, le ferroviaire, l'oil and gas, l'énergie, l'industrie et l'immobilier. En tant qu'expert reconnu en analyse retard, Vincent est régulièrement appelé à témoigner en toute indépendance de son travail devant les tribunaux arbitraux ou judiciaires. Il participe en outre à plusieurs groupes de réflexion et programmes de formation. Enfin, le modérateur de cette première table ronde sera Ryan Bushmeat. Consultant en contact management chez Carbet Consulting, Ryan dispose d'une vaste expérience dans la gestion de contrats, la gestion des réclamations et la résolution de litiges. Diplômé d'un master en arbitrage et commerce international, Paris-Saclay, et du LLM International Construction Contracts de Paris 2 Panthéon-Assas, Ryan accompagne maintenant, depuis plusieurs années, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et entreprises dans les secteurs variés, BTP, infrastructure, transport, énergie, à toutes les étapes du projet. Il a aussi une sensibilité particulière à la gestion et à la résolution des différends, notamment par les modes amiables, ayant commencé sa carrière au CMAP, le Centre de médiation et d'arbitrage de Paris. Ryan partage régulièrement ses bonnes pratiques et expériences dans le cadre de formations en contract management, gestion des risques, projets, arbitrage et médiation vers des publics variés, étudiants, professionnels. Alors avant de leur laisser la parole, je tiens à remercier tout particulièrement Ryan pour son dévouement et son énergie pour l'organisation et d'avoir rendu possible cet événement aujourd'hui. Voilà, je vous remercie, bonne conférence. Merci Frédéric pour ces très gentils mots. Merci à vous quatre d'être là. Je suis ravi de pouvoir modérer cette table qui m'intéressait particulièrement. Donc après cette introduction, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Rassurez-vous, ce n'est pas un retour à l'université, même si certains peut-être aimeraient bien, mais on va faire quelques petits rappels théoriques sur la causalité et je vais laisser la parole à Charlotte pour commencer. Merci beaucoup Ryan. Alors, ce qu'il faut déjà avoir en tête, c'est en droit français, pour réclamer, il y a 3 éléments à remplir. Il faut 1, un fait générateur, 2, le lien de causalité, et 3, le préjudice. Souvent, ce qui est, on va dire, assez évident ou intuitif, c'est le préjudice. Qu'est-ce que je veux? Et ce qui est aussi évident, c'est de ta faute. Donc, le fait générateur. La difficulté est vraiment de se concentrer sur le lien de causalité qui permet de relier le fait générateur et mon préjudice. Et là, en fait, très vite, on peut rentrer dans des considérations assez complexes. Et ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que ce n'est même pas tranché en jurisprudence. La causalité, c'est vraiment quelque chose qui a l'air très intuitif au premier plan
Et quand on rentre dedans, c'est vraiment extrêmement complexe et on peut vraiment retenir des approches assez différentes. Il y a en droit français, on va dire, 2 grandes théories de la causalité. La première théorie, c'est l'équivalence des conditions. C'est, on va dire, la théorie historique, c'est la première. Pour vous prendre un exemple simple, vous avez un étudiant qui est convoqué par hasard, qui est convoqué à la mauvaise heure à un examen. Et du coup, il se dépêche, il va à son examen, il est stressé, et avant d'aller au centre d'examen, il traverse sans regarder la route. Sauf que là, il y a un chauffeur qui est ivre qui le renverse. Qu'est-ce que vous retenez comme cause de l'accident? Est-ce que vous retenez le fait qu'il ait été convoqué à la mauvaise heure? Est-ce que vous retenez comme cause le fait qu'il ait traversé sans regarder? Ou est-ce que vous retenez comme cause le fait que le chauffeur était ivre? Dans l'équivalence des conditions, on retient toutes ces causes parce que sans l'une de ces causes, le dommage ne serait pas produit. L'étudiant n'aurait pas été renversé. La deuxième grande théorie de la causalité, et d'ailleurs on la voit un petit peu plus appliquée en jurisprudence, en construction, même si c'est honnêtement pas du tout tranché, c'est la causalité adéquate. Quelle est la vraie cause? Quelle est la cause principale? Quelle est la cause efficiente? La question, c'est, dans ce cas-là, on retraite les causes qu'on a identifiées en se disant quelle est la cause dont on pouvait, on va dire, légitimement, raisonnablement anticiper quelle est la conséquence qui a eu lieu. Il est assez rare qu'il y ait une erreur dans une convocation et pour conséquence le fait que la personne soit renversée. Par contre, vous allez être d'accord que si je traverse sans regarder ou s'il y a un chauffeur qui est ivre, il y a plus de chances d'être renversé. Et donc, dans la causalité adéquate, on va retenir que les 2 dernières causes. On écarte la première qui est l'erreur de convocation. Par contre, on retient le fait que l'étudiant ait traversé sans regarder, on retient le fait que le chauffeur a été ivre. Et ça, c'est quelque chose qui est en fait fondamental parce que du coup, en fonction de la théorie, on va dire du prisme, on va dire théorique que vous avez choisi, presque doctrinal que vous avez choisi au début, vous n'allez pas arriver à retenir les mêmes causes et donc forcément pas les mêmes responsables derrière. Donc c'est vraiment un point de débat qui peut s'avérer déterminant dans le traitement des réclamations. Si c'est pas clair, n'hésitez pas. Je poursuis? Oui, tu peux y aller. Donc, moi, ce que je voudrais partager avec vous ce matin, donc c'est un regard de praticien côté personne publique, donc pour la société Les Grands Projets, donc essentiellement le Grand Paris Express, mais également depuis décembre dernier les projets en région qu'on appelle les SERM. Juste pour vous donner quelques chiffres, le Grand Paris Express, c'est 200 km de nouvelles lignes, 68 gares, plus de 1800 marchés que nous avons passés, plus de 5000 fournisseurs. Ces chiffres, c'est pas pour fanfaronner, c'est simplement pour vous dire que les réclamations, c'est un peu notre pain quotidien et c'est quelque chose de normal. C'est-à-dire que on s'y est préparé. Nous n'avons pas l'expérience juridictionnelle de la réclamation et tant qu'on peut l'éviter, on le fera. Donc nous n'avons pas ce retour-là. Donc ce que nous allons partager avec vous aujourd'hui, ce sont effectivement des pratiques de traitement de réclamation dans le triptyque qui intègre l'entreprise ou le groupement d'entreprises, la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. La question de la causalité, elle peut paraître théorique, mais en réalité, elle est centrale. Elle est centrale parce que, et Frédéric le rappelait, même si on n'est pas devant la juridiction, on a quand même une exigence de conformité. Et donc, dans une réclamation, je dirais que la causalité, elle est essentielle, et elle est essentielle au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'elle est de l'essence même de la réclamation. Alors, c'est pas uniquement ce que je pense, hein, je relisais, ne serait-ce que pour les besoins de cet échange avec vous, le guide de la FNTP que je trouve assez bien fait hein, sur la rédaction d'une réclamation, et c'est ce qui est posé également en première page. Alors, tu le rappelais, effectivement, une réclamation, ça peut se définir comme une narration, une histoire, avec 3 piliers, le fait générateur, le préjudice et le lien de causalité. Et ce que nous, on constate côté maîtrise d'ouvrage, c'est qu'il peut y avoir des fois un glissement entre causalité et imputabilité. Et en réalité, ce ne sont pas les mêmes notions, elles ne sont pas identiques. Hein.
Elle ne se recouvre d'ailleurs pas complètement non plus. Et je pense qu'il faut répondre à ces deux questions, et c'est effectivement sous forme de questions qu'il faut se les poser. L'une étant première par rapport à l'autre. La première, effectivement, c'est la question du quoi, la question de la causalité, c'est-à-dire quelle est ou quels sont, sinon ça serait plus simple, les faits générateurs qui sont à l'origine du préjudice invoqué. Et une fois qu'on a identifié ceux ou ces faits générateurs, cette deuxième question, c'est la question du qui, c'est à quelle partie dans la chaîne contractuelle on peut venir imputer ce fait générateur. Et sur cette question de l'imputabilité, on voit qu'elle est essentielle parce que alors la question du quoi, j'arrive à la réponse que mon fait générateur c'est essentiellement de la force majeure, ou mettons une faute d'un sous-traitant de l'entreprise, j'ai un fait générateur, j'ai un préjudice, mais j'ai pas à la base une réclamation parce que ce n'est pas imputable à quelque chose que je peux rattacher à la maîtrise d'ouvrage. Et sur la question de l'imputabilité, la réponse, on peut la trouver dans la jurisprudence, par exemple avec la théorie des sujétions techniques imprévues, ou on peut la trouver également dans le contrat lui-même, soit en rattachant à la faute, soit parce que le contrat définit spécifiquement à laquelle des parties on va pouvoir imputer telle ou telle cause. Et ce qui nous a fait pas mal progresser sur ce sujet-là, c'est la technique juridico-financière des financements de projets, parce que on va très 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 loin dans l'exercice sur l'imputabilité ou la présomption d'imputabilité de telle ou telle cause légitime, qui permet de répondre à cette deuxième question. Merci. Je vais pour ma part me focaliser sur les questions de réclamation dans le cadre des opérations de travaux publics. Il y a juste une évidence à rappeler, c'est que il faut bien avoir en tête que même si on peut éviter le juge, si le juge est saisi, en l'occurrence, ce sera le juge administratif. Alors évidemment, le juge administratif va appliquer les mêmes types de raisonnements que ceux que Charlotte a exposés tout à l'heure sur la causalité, le préjudice, le lien entre les deux. Mais il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a quand même quelques spécificités qui gardent en tête. Tout juge qu'il est, il est juge administratif, et donc il n'est jamais très loin des préoccupations aussi de préservation des deniers publics, et ça peut jouer dans la manière dont ces questions-là vont être traitées. Pour ma part, je vais me focaliser sur deux sujets très rapidement. Le premier concerne tout simplement les régimes de responsabilité, puisque finalement la question de la causalité va être liée aussi au fait de savoir si on est sur un régime de responsabilité pour faute ou si on est sur un régime de responsabilité sans faute de plein droit. Alors, juste un petit rappel, je pense que peut-être la plupart d'entre vous sont au courant là-dessus, mais d'une grande évolution dans le domaine des travaux publics, c'est une jurisprudence de 2013 qui s'appelle Haute-Normandie du Conseil d'État, qui a en réalité compliqué la tâche pour les réclamations, puisque auparavant, la jurisprudence du Conseil d'État semblait bien vouloir dire, alors aujourd'hui ils nous disent que non, mais à l'époque c'est ce qu'on me disait, c'est une responsabilité de plein droit du maître d'ouvrage public. Pour la plupart des réclamations, notamment en cas de retard de chantier, c'est au maître d'ouvrage public d'assumer les conséquences, quitte à ce qu'il se retourne ensuite vers l'auteur du dommage, s'agissant par exemple de la question des retards de chantier. Et à partir de 2013, il a refermé les robinets des deniers publics, en quelque sorte, en disant eh bien, désormais, on va exiger une faute du maître d'ouvrage public pour pouvoir engager sa responsabilité. Alors, il a précisé en 2015 ce qu'il entendait par les type de faute qu'un maître d'ouvrage public pouvait commettre qui soit la source d'un préjudice, notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs co-contractants ont participé à la réalisation des travaux publics. La réalité derrière de cette jurisprudence, et là les avocats spécialistes ou même les praticiens pourront le témoigner, c'est qu'il y a très peu de mise en œuvre de la responsabilité des maîtres d'ouvrage public dans ce cadre. Parce qu'il est très difficile de prouver la faute du maître d'ouvrage public, et j'y reviendrai. Il y a aussi la problématique de la faute
des éventuels autres participants. Ce qu'on trouve en jurisprudence en pratique, c'est surtout, il y a pas mal de jurisprudence, mais juste sur un domaine, la mauvaise estimation des besoins. On arrive à trouver et à prouver que c'est là la cause d'un préjudice et ça peut fonder des réclamations. Pour le reste, arriver à prouver la faute du maître d'ouvrage public dans le contrôle ou la direction du marché, en réalité, c'est une faute par carence, en réalité. Donc, c'est difficile de prouver le vide, en quelque sorte. Alors, bon, on a d'autres sujets, j'aurais peut-être l'occasion d'y revenir, de jurisprudence récente, mais sur la question du rôle des contrôleurs techniques, mais je pourrais y revenir si on a le temps. Ce que je voudrais évoquer dans un deuxième temps, c'est la question des moyens de preuve. C'est-à-dire, et c'est en lien avec le régime de responsabilité, évidemment, si c'est un régime de responsabilité de plein droit, il suffit de prouver le préjudice, le lien de causalité, il n'y a pas besoin de prouver la faute. Si on doit prouver la faute, évidemment, il y a toute une chaîne à identifier, qu'il s'agisse de la faute du maître d'ouvrage public, la faute du maître d'œuvre éventuel. Et évidemment, c'est là que la question de la preuve prend plusieurs aspects. Et notamment le fait de savoir si la mauvaise application d'un contrat pour lequel on apparaît comme tiers est source d'une action en responsabilité quasi délictuelle. Je prends un exemple tout simple, c'est une entreprise réclame des indemnités au titre de retard de chantier, pour rester sur cet exemple. La question c'est, par exemple, est-ce que le maître d'œuvre a correctement appliqué son contrat ? Est-ce qu'il a fait le job, en gros? Et pour cela, il faut pouvoir avoir accès au contrat et invoquer la mauvaise application du contrat. Alors, il y a une position traditionnelle du Conseil d'État qui est de dire on ne peut jamais invoquer un manquement contractuel quand on actionne, quand on déclenche une action en responsabilité, parce qu'on est tiers, on est dans l'hypothèse où on va être tiers, évidemment, l'entreprise qui exécute est tiers par rapport à la relation contractuelle entre le maître d'ouvrage public et le maître d'œuvre. On est tiers, on n'a pas à s'intéresser à cela. Contrairement à la Cour de cassation, d'ailleurs, qui en 2006 a posé une position inverse. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le Conseil d'État en 2011 a confirmé, suite à l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, confirmé sa position de principe. Non, un tiers ne peut pas invoquer un manquement contractuel dans ce cadre. Et puis, en 2021, il est revenu sur sa position, en tout cas, que dans le domaine des travaux publics. C'est assez intéressant parce que le Conseil d'État a jugé que là, dans le domaine particulier des travaux publics, des tiers particuliers pouvaient invoquer le manquement contractuel. Pourquoi je parle de tiers particuliers? Parce que le Conseil d'État a dit ce sont certes des tiers, hein, quand vous êtes entreprise, vous êtes tiers juridiquement par rapport à la relation contractuelle entre le maître d'ouvrage public et le maître d'œuvre, mais la réalité, c'est que vous travaillez tous les jours avec, et donc vous n'êtes pas un vrai tiers. Et donc c'est l'idée selon laquelle tous les participants à une opération de travaux publics sont pas vraiment des tiers, de facto, il y a une relation qui se noue. Et donc dans ce cadre-là, on doit pouvoir invoquer un manquement contractuel. La problématique qui se pose depuis 2021, c'est qu'en est-il de l'accès au contrat, puisqu'il faut pouvoir prouver le manquement contractuel, il faut pouvoir avoir accédé au contrat, et au-delà, et nous ça a été documenté dans le dernier rapport de la chaire que je vous invite à lire en ligne, il est en ligne en accès libre sur le partage des risques dans les contrats de la commande publique. La problématique, c'est que il suffit, à supposer qu'on accède au contrat, il suffit pas de prouver le manquement contractuel, c'est-à-dire que la relation contractuelle, elle prend plein d'autres formes, c'est des mails, c'est des tas d'éléments qui vont manquer aux tiers en réalité pour avoir des éléments de preuve. Voilà, je reprendrai peut-être la parole parce que j'ai quelques idées de solutions, enfin, que j'aimerais partager avec vous sur ces deux sujets. Bonjour à tous, merci au panel de m'avoir accueilli. Alors, d'un point de vue technique, la causalité, puisqu'on a bien compris, Charlotte nous l'a bien expliqué, il y a deux matrices en fait qui se superposent, une matrice on va dire juridique de causalité, une matrice technique de causalité. L'expert, lui, a en charge exclusivement, je dirais, et de par sa neutralité aussi, le devoir de résoudre le problème de la causalité technique.
Alors comment fait-on? C'est difficile. La causalité, c'est un problème qui peut se travailler à l'infini. On peut essayer de remonter très loin dans le projet, très loin dans les arguments pour essayer de démontrer la causalité. Et quelquefois, on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas les écrits, parce que les choses sont confuses, les choses impliquent plusieurs parties, etc. Mais enfin, il faut quand même essayer de le modéliser, ce problème. Alors, moi, il y a deux phases. Qu'est-ce que c'est qu'une cause? Une cause primaire, celle qui va générer le dommage. C'est un événement, c'est un phénomène, mais c'est un phénomène qui est la matérialisation de quelque chose. Elle est la matérialisation d'un risque, d'un aléa ou d'un imprévu. Normalement, si on prend ces trois termes-là, on a couvert à peu près toutes les raisons d'avoir une cause de perte de performance d'un projet. Alors un risque, qu'est-ce que c'est? On en a tous vu dans les analyses de risque de nos clients. Il y a deux composantes. Il y a une composante probabilité d'occurrence et une composante sévérité. Donc un risque, c'est un phénomène pour lequel la probabilité d'occurrence et la sévérité sont estimables. Évidemment, ils ne sont pas déterminés précisément, parce qu'autrement, ce ne serait pas un risque, mais on va dire qu'elles sont estimables. Un aléa, c'est un phénomène qui aurait une probabilité d'occurrence estimable, mais une sévérité complètement inconnue. Et pour finir, l'incertitude serait un phénomène pour lequel on ne peut estimer ni la probabilité d'occurrence ni la sévérité. Alors, j'imagine, pour chaque matérialisation du risque de l'aléa ou de l'incertitude, la réponse juridique est différente. Elle fait appel à la notion de connaissance du risque avant occurrence des faits. Et d'ailleurs, je voulais citer Frank Knight dans Risk, Uncertainty and Profit, qui dit que miserable uncertainties do not introduce into business any uncertainty whatever. Ça veut bien dire que finalement, quand un risque connu, il est toujours associé de provisions, etc. Donc il n'est pas traité forcément de la même manière que les autres. Bon, risque, incertitude ou aléa, oui, mais quelquefois, on n'a pas un risque qui produit, ou un aléa ou une incertitude qui produit une cause. Souvent, c'est une combinaison, et c'est une combinaison assez complexe, avec des portes et, des portes ou, c'est l'un et l'autre ou l'un, etc., etc. Je vais prendre un exemple. Si je fais un voyage assez long, je sais que j'ai mon réservoir d'essence assez bas, mais j'ai de quoi aller jusqu'à mon point d'arrivée. Je pars comme ça, et qu'il y a un accident au milieu du chemin. Je tombe en panne. Donc là, j'ai deux risques ou deux aléas ou deux incertitudes. C'est le fait que mon réservoir soit vide, et le fait qu'il y ait eu un accident. Un événement ne serait pas arrivé, il n'y aurait pas eu d'accident, je serais arrivé à destination à l'heure. Il y aurait eu un accident, mais j'aurais fait mon plein avant, je serais aussi arrivé. Donc là, et après, qui est responsable du plein, qui est responsable de l'accident? Ce sont deux choses différentes, mais en tant qu'expert, moi je vais considérer les deux choses. Le fait que je n'ai pas fait le plein et le fait qu'il y ait eu un accident. Et ces deux phénomènes mis ensemble, liés par une porte et, l'un et l'autre, ont créé l'événement, le fait générateur qui après fait que j'arrive en retard au mariage, que ça m'a coûté plus cher parce que j'ai payé une dépanneuse, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose. Comment naît un fait générateur? Il faut vraiment analyser tout ce qui s'est passé au préalable, et on peut peut-être de cette analyse de l'historique identifier aussi certaines responsabilités. En deuxième point, je voudrais revenir sur une définition. Qu'est-ce qu'une cause, en fait? Alors, il n'y a pas beaucoup de définitions dans la littérature. J'ai essayé de faire une synthèse. Le premier type de cause qu'on peut voir, c'est la cause physique. C'est un peu la raison d'être de la raison scientifique, de l'étude scientifique, pardon. On essaye de reproduire des phénomènes en laboratoire, c'est-à-dire on maintient tous les paramètres,
on en change un et on évalue son impact en mesurant les résultats, la différence des résultats. Donc ça, c'est la cause physique. Puis il y a la cause motif. La cause motif, c'est voilà, je suis devant, voilà, je suis tombé en panne au milieu de l'autoroute parce que j'avais pas fait le plein et parce qu'il y a eu un accident. Comment est-ce que je réagis? On est tous dans la salle différents et on réagirait forcément différemment vis-à-vis de cette problématique-là. Donc cause motif, cause physique. Mais en tout état de cause, en tout état de cause, une cause, qu'elle soit physique ou motif, c'est toujours un phénomène matériel, réel. La cause précède toujours l'effet. C'est toujours un antécédent nécessaire. C'est un antécédent suffisant et ça a un pouvoir explicatif. Alors, je vais le répéter parce que ça, c'est le fondement. C'est un phénomène matériel. Il précède temporellement, c'est un antécédent nécessaire, un antécédent suffisant, et il a un pouvoir explicatif. Et ça, c'est important, surtout le troisième et le quatrième, antécédent nécessaire et suffisant, ça veut dire que la cause implique l'effet, mais aussi l'effet implique la cause. Donc il y a une certaine équivalence mathématique entre l'effet et la cause. Et ça, j'en reviendrai par la suite, parce que, par exemple, l'analyse retard qui doit s'intégrer dans un processus d'analyse causale montre certaines parties de ce lien d'équivalence. Merci pour ces petits rappels théoriques. Je vais raccourcir très fortement mes transitions, que j'avais pourtant travaillé hier soir, tard, seul, dans la nuit. On a parlé de la théorie, c'était très intéressant, mais ce qui nous réunit tous ici, je pense que c'est la pratique. Comment on gère nos réclamations et comment cette notion de causalité elle est traitée dans nos réclamations. Alors la première chose que je vois, moi, c'est donc comme je suis avocate, on va dire que je vois les sujets pathologiques quand ça commence à se tendre en fin de projet ou carrément quand le projet est terminé. Et c'est qu'il y a souvent parfois un écart entre les causes telles que les ont vécues les parties pendant le projet et les causes qu'ils vont invoquer. Ça ne sert à rien de réclamer si je ne suis pas bien fondée à réclamer. Donc, si la cause qui m'a causé mon préjudice, certes, la cause qui a généré mon préjudice ne me permet pas de réclamer, par exemple, du temps ou de l'argent, ça ne me sert à rien de réclamer. Donc, l'idée, c'est que, par exemple, dans mon contrat, je choisisse la bonne cause. Celle qui va, par exemple, permettre de récupérer du temps ou celle qui va permettre de récupérer de l'argent. Donc, c'est là où on peut avoir un écart par rapport à, par exemple, l'ingénieur ou l'expert qui, lui, va avoir une approche, on va dire, plus technique, plus factuelle. Moi, déjà, il faut que je retrouve quelque chose qui me permette de réclamer. Et là, on a parfois un écart entre la vie du projet ou pour des raisons souvent commerciales, les parties parfois n'ont pas envie de réclamer ou en tout cas veulent réclamer par exemple que du temps. Et en fin de projet, on se rend compte parfois que le projet est déficitaire. Et là, il faut par contre récupérer aussi de l'argent. Et donc, il y a un changement de stratégie entre la vie du projet et la fin du projet. Et donc, d'un coup, on ne réclame plus sur les mêmes causes. En cours de projet, je réclame, par exemple, pour vous donner un exemple, sur de la force majeure. Force majeure, grosse grève, très bien. Fin de projet, je veux réclamer aussi de l'argent. Et je ne dis plus que c'est la force majeure, mais je dis que c'est la faute, par exemple, du maître d'ouvrage qui ne m'a pas garanti l'accès au site. Et en fait, c'est là où vous voyez que la cause qui est réclamée et quand même, en fait, qui est invoquée est assez instrumentalisée. Parce que, en gros, sachant où je vais aller, j'ai choisi la cause qui me permet d'y aller. Et donc, à partir de là, mon lien de causalité, il est plus ou moins solide. Parce qu'il a fallu parfois que je réhabille mes réclamations ou que je les habille tout court, quand elles n'ont pas été formulées, pour pouvoir réclamer ce que je veux. Donc, c'est là où vraiment il y a parfois une attention à avoir sur le lien de causalité, parce qu'il a l'air évident, c'est logique, c'est normal. Ce n'est pas toujours si simple que ça, en ayant surtout en tête que souvent, la cause qui est invoquée a été choisie pour me permettre d'aller au résultat que je veux. Donc vraiment avoir ce regard assez critique sur le lien de causalité et de vérifier s'il est robuste ou plutôt fictif et illusoire. Toujours du point de vue du praticien en maîtrise d'ouvrage public, on a dit qu'effectivement,
en droit, la démonstration du lien de causalité était essentielle, donc elle est nécessaire à la recevabilité d'une réclamation. Ça, c'est effectivement ce que dit le droit, c'est exigence de conformité. La pratique, et je partage avec vous le fait qu'on reçoit quand même pas mal de réclamations, donc on commence à avoir une vision un peu large de ces choses-là. La démonstration de la causalité, elle est faite assez rarement. Parfois, la causalité est totalement éludée, ou souvent, elle est juste affirmée. Et ça nous pose problème. Alors, je pourrais m'en réjouir en disant, la piètre qualité des dossiers de réclamation qu'on reçoit, ça me permet de ne pas être en risque sur les deniers publics. Si c'était l'état d'esprit qui est le mien, j'aurais pas forcément accepté de participer à cette table ronde. Et à la limite, ça me désole un petit peu parce que je travaillais longtemps de l'autre côté de la table et je pense que on a tous intérêt à progresser dans la construction des dossiers de réclamation. Ce qu'il faut que nous ayons tous en tête, parce que c'est très important, en tout cas de notre point de vue, c'est que il y a un principe en droit administratif qui s'appelle le principe d'interdiction de consentir des libéralités. Alors, c'est un assez vieux principe qui a été posé par une jurisprudence de 1971. Je fais très attention à ce que je dis. Mais en gros, ça interdit à une personne publique de payer ce qu'elle ne doit pas ou plus que ce qu'elle ne doit. Ce principe, il est assez essentiel parce que c'est un principe d'ordre public, on ne peut pas y déroger. Et il est sanctionné assez lourdement, puisqu'il en va de la responsabilité pénale des personnes en cause, y compris d'ailleurs des titulaires qui recevraient plus que ce qu'ils ne doivent, puisque ça peut recevoir un certain nombre de qualifications pénales. Tout ça pour dire qu'on est dans ce champ de contraintes avec une réalité qui est le fait qu'on a des dossiers de réclamation qui ne sont pas assez étayés en matière de causalité, et des fois le sujet est totalement éludé, et le fait qu'on n'a pas le droit de payer ce qu'on ne doit pas. Donc à partir de là, il y a deux postures possibles. La première, c'est de rejeter en bloc tout ce qu'on reçoit, et ça nous conduirait à rejeter une bonne partie, si ce n'est la quasi-totalité des réclamations qu'on a, parce qu'au-delà du problème pathologique du lien de causalité, on a une deuxième pathologie assez récurrente, qui est le fait que le préjudice est rarement démontré avec les justificatifs qui sont également absents. Donc ça, c'est la première posture. Elle a un avantage, elle est simple, elle est facile, et à première vue, mais je pense que c'est à première vue et c'est du court terme, elle est économe en deniers publics. C'est un inconvénient majeur, c'est que les relations contractuelles se dégradent assez rapidement, le climat de confiance se dégrade également, et ça peut conduire à terme à un blocage du chantier, notamment quand on a des entreprises qui ont une robustesse financière moindre, et on a pas mal de PME, de TI dans nos chantiers, donc il faut qu'on y soit attentif. Et donc la deuxième approche, qui est celle qu'on essaye de prôner, c'est d'essayer d'accompagner avec nos maîtres d'œuvre, et qui sont une partie importante dans l'équation, les entreprises, pour les guider sur ce qui peut être recevable pour nous et ce qui ne l'est pas. Alors, ça peut paraître un petit peu à contre-emploi, parce qu'on n'est pas là non plus pour faire le travail des entreprises et écrire leur dossier de réclamation à leur place. Mais voilà, on considère que c'est dans l'intérêt du projet que de leur communiquer les éléments qui nous manquent pour qu'on puisse effectivement instruire cette réclamation et la discuter, la négocier dans les instances qui sont prévues au marché. Le principe sous-jacent qui est le nôtre et qu'on essaye de tenir, alors, je vois beaucoup d'entreprises ou de fournisseurs dans la salle, mais c'est de payer ce que l'on doit, tout ce que l'on doit, rien que ce que l'on doit, c'est-à-dire pas de libéralité, et d'essayer de le faire au plus près possible, et c'est pas facile, du fait générateur justement qui a causé le préjudice. Oui, merci. Justement, à la suite de ça, je vais prendre une casquette un peu de praticien, et notamment d'ailleurs de membre de comité de règlement des différends dans le cadre du Grand Paris Express. C'est déjà un élément, cette instance-là, quand elle existe, c'est un élément, je pense, qui est de nature à favoriser ce que tu disais à l'instant, c'est-à-dire la bonne définition des réclamations. Parce que ces instances-là, qui sont sur le modèle des dispute boards à l'anglaise, sont mises en place tout au long du contrat, avant tout différent en réalité, et c'est aussi une instance de dialogue. Alors,
On peut dialoguer sans cela, mais ça renforce le dialogue, ça ce côté très vertueux de renforcer le dialogue entre entreprises et maîtrise d'ouvrage public. Ça peut être une première piste de réflexion pratique. Une deuxième piste, c'est, alors on va peut-être un petit peu plus loin, mais ça serait, je reviens à des sujets un peu théoriques, mais ça peut avoir des questions pratiques sur la question des moyens de preuve des causes des réclamations. Je faisais une allusion tout à l'heure à cette jurisprudence très exigeante sur prouver la faute du maître d'ouvrage public. Alors, par principe, vous ne faites pas de faute, hein, mais bon, ça peut arriver. Et en fait, une des recommandations de la chaire du dernier rapport, ça a été de dire, entre un système de responsabilité pour faute et un système de responsabilité sans faute, peut-être qu'il existait avant, on pourrait mettre en place un mécanisme intermédiaire qui serait un système de responsabilité pour faute présumée, où ça serait au maître d'ouvrage public d'apporter des éléments de preuve en disant j'ai correctement exécuté le contrat, et donc en fait donc en réalité d'apporter des éléments de preuve à l'entreprise sur les véritables responsables des causes de préjudice. Alors, je pense que ça ne va pas subvenir de sitôt, mais ça peut être une piste de réflexion, en tout cas pour les avocats. Et troisième élément, il y a un vrai sujet, je trouve, en France, mais qui est lié tout simplement au mécanisme du droit des marchés publics, c'est-à-dire le côté très unilatéral de la construction du contrat, mais qui est très lié en réalité aux exigences des règles de publicité et de mise en concurrence. Mais il y a quand même matière à, on constate, nous, dans tous les rapports qu'on fait, il y a un manque de dialogue au stade de l'élaboration du contrat. Et peut-être que si, nous, il y a parfois des interviewés qui nous le disent, on voit des problèmes dès l'élaboration du contrat et on sait que ça va donner lieu à des réclamations, mais on n'a pas l'espace nécessaire pour dialoguer. Alors, il y a évidemment des procédures négociées, etc., mais souvent l'espace de dialogue n'est pas suffisant pour permettre de prévenir la question des futures réclamations, en réalité, des sujets de réclamation. Alors, comment lutter contre ça ? On a réfléchi à juridiquement imposer des sujets de négociation, mais c'est juste pas possible, hein, ça doit rester dans les mains du maître d'ouvrage public. C'est plutôt une culture de la négociation qui doit être mise en place. Mais alors là, c'est un peu les limites du droit. Hein. Comment instaurer une culture de la négociation ? Bon, je crois que c'est par ce genre de réunion aujourd'hui qu'on peut y contribuer. Ouais, Vincent, juste avant que tu interviennes, parce que je trouve que ce thème est intéressant, mais bon, déjà, il y a je dirais qu'il y a la loyauté dans la négociation du contrat et dans l'exécution du contrat, mais par ailleurs, il ne faut pas être naïf. C'est-à-dire qu'en phase de passation, on a un certain rapport de force entre la personne publique et les entreprises candidates qui fait que, quand bien même elles ont décelé des trous dans la raquette, dans le contrat, des incohérences et autres, ce n'est pas forcément de leur intérêt de le soulever à ce stade. Donc il y a aussi une approche stratégique qui fait que cette discussion n'a pas forcément lieu en amont de la conclusion du contrat. Ou alors il faudrait faire comme au Portugal, où c'est dans la loi, on dit si on n'a pas soulevé en amont des causes de difficultés, en aval, on ne peut réclamer, on n'a droit qu'à la moitié de l'indemnisation du préjudice. Bon, chaque fois que je propose ça comme solution, personne n'est pour. Comme le disait Benoît tout à l'heure, démontrer son préjudice, démontrer les causes qui ont créé ce préjudice, c'est le devoir de celui qui réclame. Et effectivement, alors, je voulais vous parler plutôt de l'analyse retard, puisque c'est un des sujets de préjudice. C'est le rôle de l'expert ou du contract manager de démontrer ce retard. Et souvent, il s'appuie sur des protocoles SCL en général, ou les pratiques recommandées de la ACE, la 29R03, qui ne sont pas très bien vues chez nous, puisqu'elles commencent, en général, le SCL commence par dire qu'elle est plus adaptée au marché anglais et la ACE au marché américain. Donc, c'est toujours délicat d'utiliser ça, mais on verra ça après. Ces protocoles nous montrent des méthodes différentes.
Et il y a toujours une bagarre sur quelle méthode est la bonne. L'expert doit choisir sa méthode, mais il doit choisir sa méthode en fonction de quoi? En fonction justement de ce qu'il veut démontrer, de l'histoire du projet, ce qui est arrivé et ce qu'il cherche à récupérer. Est-ce que c'est du temps? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est les deux? Etc. Alors juste pour être bref, parce que je sais qu'on est un peu en retard apparemment, j'ai identifié dans ces deux protocoles, enfin dans le protocole et les pratiques recommandées, 4 types de chemins critiques. Le chemin critique, on l'appelle prospectif, c'est celui que les titulaires mettent dans leur offre avant la réalisation du projet. Donc c'est la séquence la plus longue d'activité qui va déterminer la durée du projet. Mais il y a aussi le chemin rétrospectif le plus long, c'est-à-dire quand les effets ont eu lieu, on peut revenir en arrière et voir quelle est la chaîne d'activité qui a créé le chemin le plus long, enfin, qu'est-ce qui a déterminé la durée du projet. Il y a aussi le chemin critique perçu au moment des faits et le chemin critique analogue. Alors, il y a des bagarres d'experts sur ces chemins critiques. Moi, je pense que toutes les méthodes sont valables. Le chemin critique rétrospectif le plus long, mis bout à bout, vous avez les activités, la durée des activités mises bout à bout vous fait la durée du projet. Comme je le disais tout à l'heure, la relation de cause à effet est une relation d'équivalence. La cause implique l'effet implique la cause. Dans ce chemin le plus long rétrospectif, le retard de la tâche A, qui arrive avant la tâche B, implique le retard de la tâche B, le début de l'activité de B. Il l'implique seulement. Ce n'est pas une équivalence. C'est-à-dire que la tâche B, elle aurait pu être aussi retardée par autre chose. Mais il y a au moins la moitié de la relation d'équivalence qui est définie dans ce chemin critique, le longest path rétrospective. Le chemin critique perçu, qui est assez à la mode aujourd'hui, voit quel équipement, d'un côté ou de l'autre du site, a généré la criticité, a rendu perceptible une criticité au personnel qui était sur le chantier au moment des faits. Et pourquoi? Parce que la ACE et le STL pensent tous les deux que ce fait a généré chez les acteurs du projet des décisions, les personnes sur le projet ont pris des décisions du fait qu'une machine ou l'autre, un équipement ou l'autre était en retard à ce moment-là. D'accord, oui, dans ces cas-là, on est plutôt sur de la cause motif, dans ces cas-là, plus de la cause physique. Il faut au moins démontrer que la perception était réelle et que le chef de projet ou les acteurs du projet ont pris les décisions en fonction de ça. Donc la notification est importante à ce moment-là. Ces faits-là doivent être notifiés. Bon, voilà. Et alors, autre chose, c'est que le retard, en cas de bifurcation, le retard de A, puisqu'il n'y a plus de lien fin à début à la tâche B, on n'a pas cette implication, donc cette demi-équivalence. Donc, les deux chemins critiques montrent des choses différentes. Donc il faut en être conscient, on peut utiliser les deux, je n'ai pas de préférence pour l'un ou l'autre, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que les deux démontrent des choses différentes. Puis il y a un quatrième qui est l'analogous critical path, c'est quand on collapse un as-built, on retire un retard et on regarde quel est le chemin critique virtuel qui est apparu. Bon, c'est plutôt virtuel, c'est la démarche scientifique, c'est-à-dire c'est toute chose égale par ailleurs, si j'enlève ce retard-là, qu'est-ce qui arrive? Voilà. Je ne voudrais pas aller trop loin dans le détail, mais je peux répondre à vos questions si... C'est déjà fait. Je suis déjà allé trop loin. Mais c'est pas grave. Tu restes le bienvenu, t'inquiète pas. Je peux pas m'arrêter de ça. En plus, on s'était dit en préparant, attention, c'est pas une conférence SCL, c'est pas une conférence analyse retard, mais on sent que t'es passionné, donc je pense qu'on va organiser un truc juste pour toi. Mais c'est pas grave, c'est très bien. Du coup, je me permets quand même une toute petite transition. On a vu dans un premier temps la complexité entre la théorie et la pratique. Vincent a judicieusement introduit, plus qu'introduit, la surcomplexité de cette différence dans le cas d'analyse de retard. Et du coup, je vais laisser Charlotte poursuivre sur ça. Alors, quelques petites remarques.
Premier point, est-ce que vous avez quand même bien noté que Vincent a dit qu'en fonction de la méthode qu'on retenait, on ne démontrait pas la même chose. Donc vous voyez qu'il y a déjà quand même, encore une fois, un choix qui est fait. On en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Je choisis ma cause pour en fait qu'elle me permette de réclamer ce que je veux. Le choix de la méthode non plus n'est pas anodin. Il n'empêche que le choix de la méthode, on peut toujours en débattre, et c'est souvent débattu dans le cadre des procédures, mais il est quand même nettement mieux de pouvoir avoir un débat que pas de débat du tout. Et ça, c'est quand même une excellente nouvelle, c'est que c'est très récent, mais on a un décret du 18 juin 2023 qui est rentré en vigueur le 1er janvier 2024, donc récent quand même, qui a mis sur la liste des experts retard, planning, gestion de projet. Et là, vous vous rendez compte que quand même, c'est-à-dire que dans toute la jurisprudence, du coup, on n'avait pas d'expert qui est capable d'analyser pourquoi un projet ne va pas bien. Pas capable de retrouver, on va dire, quelles sont les causes, parce que ce n'est pas forcément leur champ d'expertise. Et donc, on était encore dans une analyse très raisonnable de la causalité. Et quand on voit à quel point ça peut devenir complexe, c'est quand même une excellente nouvelle, on va dire, pour les projets, pour du coup la confiance qu'on peut avoir derrière dans les décisions judiciaires, d'avoir des experts judiciaires qui vont commencer à être aussi formés sur ces notions-là. Et donc, on a nos premiers experts judiciaires, notamment dans la salle, qui sont en capacité d'accompagner les parties sur ça. Et c'est vraiment, en tout cas en tant qu'avocat, quelque chose qu'on trouve extrêmement favorable et qui permet de mettre à jour quelles sont les bonnes causes du projet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très positif. Ce qu'il faut aussi avoir par contre en tête, c'est que les méthodes d'analyse de retard dont on discute aujourd'hui, et on voit qu'elles commencent à être utilisées par les juridictions, qu'elles commencent à être même mises dans des contrats, elles n'ont pas du tout été conçues dans un cadre de droit civil. Ce sont des méthodes anglo-saxonnes, de common law, anglaises ou américaines. Et elles sont transposées, voire même plaquées aujourd'hui, dans un système juridique qui est quand même complètement différent. Et donc, il faut quand même se poser la question avant, on va dire, de dupliquer ou de transposer, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est recevable, est-ce qu'on peut réellement le faire, parce que parfois, du coup, il y a des frottements et ça ne fonctionne pas. Par exemple, tout ce qui est méthode d'analyse de retard avec un chemin critique. Mais un chemin critique, c'est par définition le fait qu'on retient la cause, le chemin le plus long, du coup, la cause principale. Donc, on revient dans ce qui est la causalité adéquate. Est-ce qu'on veut vraiment être dans un système de causalité adéquate? Oui, non. En fait, c'est que du coup, ça a l'air d'être présenté comme une évidence, alors qu'en fait, derrière, il y a un parti pris qui est, lui, discutable. On peut choisir de ne pas défendre son dossier dans un concept de causalité adéquate. Donc, c'est vraiment quelque chose déjà à challenger un petit peu en se disant, on applique la méthode, est-ce qu'on est d'accord sur les hypothèses, sur les prémices d'application de cette méthode? Et un des sujets, notamment, c'est le lien de causalité. Il est plus ou moins facile de démontrer en fonction des méthodes. Par exemple, je pense à la première méthode qui est l'impacted as plan. C'est je prends mon planning à date, j'ai mon perturbation et je fais glisser. Très pratique, on a en cours de projet. C'est quelque chose de très théorique, mais qui peut permettre, on va dire, de faire une projection raisonnable des conséquences. Et donc, ça a du sens, on va dire, en cours de projet. Et ça, c'est le cas parfois en arbitrage carrément, voire, et c'est encore beaucoup utilisé au judiciaire. Quand on est 4 ans, 5 ans après les faits, cette méthode-là, elle ne permet pas de remplir l'exigence française de droit de la causalité. Et c'est là, enfin, sur la démonstration du lien de causalité. Donc, il faut vraiment se dire, OK, j'applique ma méthode, mais est-ce que c'est valable, en fait? Est-ce que ça marche? Est-ce que je peux? Alors, vu que je parle beaucoup, je vais éliminer mes deux concurrents. Non, je voudrais juste répondre à cette méthodologie. Oui, j'ai dit que toutes les méthodologies étaient applicables, etc. Mais c'est vrai que une méthode analytique, donc modélisée après que les effets aient eu lieu, ça peut paraître absurde et ça peut paraître même complètement faux. En fait, souvent, les impacted as plan donnent des résultats faux. C'est-à-dire que les effets qui sont réclamés sont calculés virtuellement et ne correspondent pas à la réalité. Donc ça, c'est le premier point.
Et c'est pour ça que ce sont des méthodes qui sont déconseillées. Le deuxième point pour lequel elles peuvent être déconseillées, c'est qu'elles sont modélisées. Donc la partie qui réclame va mettre les retards, et en général va mettre les retards de la partie adverse. Donc on n'a pas de... on ne peut pas calculer les concomitances, par exemple. Ou alors il faudrait le faire de manière neutre, en faisant un test une fois avec les retards d'une partie, puis une autre fois avec les retards de l'autre partie, et faire la différence. Donc le problème vient de là. Mais je te laisse continuer, Charlotte, si tu veux. Oui, bon, moi je suis beaucoup moins sachant que mes collègues sur les questions d'analyse de retard, mais ce qu'on constate quand même, c'est que une grosse partie des quantums des réclamations sont consécutives au retard des chantiers. On disait tout à l'heure que la question de la causalité, elle est centrale, elle est essentielle dans l'analyse d'une réclamation. Quand il s'agit d'un retard, c'est encore plus vrai, puisqu'il s'agit de voir quelle est la cause, quelles sont la cause des différents retards. Alors nos marchés, à l'exception des marchés de conception-réalisation, ne font pas référence à une méthode quelconque d'analyse des retards. Je suis complètement en phase avec ce qu'a indiqué Charlotte, c'est-à-dire que quand on rentre dans ce type de discussion, la première discussion, c'est d'essayer de se mettre d'accord sur une méthode qu'on va analyser, sachant que en fonction de ce qu'on veut vouloir démontrer, on ne va pas utiliser la même. Donc ça, c'est une réalité. Ce qu'on voit souvent en première approche dans les dossiers qu'on reçoit, c'est ce qui nous est présenté comme la technique du planning mérité. Alors je l'ai pratiqué très longtemps, hein, donc je ne blâme pas cette pratique, mais enfin, elle ne démontre pas grand-chose et justement, sa faiblesse, à mon sens, si on devait aller plus loin, c'est que justement la démonstration du lien de causalité est inexistante. Pour faire court, on prend le planning de départ, on injecte un certain nombre de faits générateurs côté entreprise, c'est-à-dire ceux qui nous arrangent, on essaye de trouver la faute du maîtrise d'ouvrage, et ensuite on voit comment ça vient translater ou toutes les autres tâches. Quand on se retrouve 2 ans, 3 ans, 4 ans à la démarche du chantier, qu'il s'est passé énormément de choses, parce que évidemment nos marchés ne se réalisent pas comme on les avait écrits, mais ça je crois que c'est vrai de la plupart des grands projets de construction, cette technique elle n'est pas satisfaisante, elle n'est pas suffisante pour nous pour faire une démonstration. Et c'est en ce sens que le recours à des experts, et notamment au CRD ou à des experts en analyse retard, nous aide parce qu'elle permet de fixer cette question préalable à l'aune de ce qui s'est passé sur le chantier, quelle est la méthode qui paraît la plus fiable pour essayer de voir quelle est la part contributive de chacun des événements qui sont survenus. Alors sur ce sujet, j'avoue mon incompétence. Je voudrais juste faire un petit point prospectif juridique, puisqu'on parle des retards, sur la question des pénalités de retard et sur leur caractère discrétionnaire. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, enfin, la jurisprudence administrative française a toujours dit on a la faculté ou pas d'imposer des pénalités de retard. Ce n'est pas la tendance dans d'autres pays, hein, en Hollande et en Norvège. Vous avez maintenant des jurisprudences qui disent qu'il doit y avoir une obligation d'imposer des pénalités de retard dans les marchés publics au motif, toujours pareil, le raisonnement c'est ça fait partie du schéma initial de mise en concurrence. Et donc, il doit y avoir une obligation. Alors moi, je pense que ça serait catastrophique si on en arrivait à cela. Et je ne pense pas que le Conseil d'État aille dans son sens. Le risque, c'est qu'en terme, la Cour de justice nous dit, comme ça faisait partie du contrat initial, des conditions initiales de mise en concurrence, vous deviez appliquer les pénalités de retard. Bon, c'est un sujet annexe, mais puisqu'on parle des retards, ça me paraissait important à souligner ce débat-là qui risque de se poser très rapidement à nouveau en France. Moi, il ne me paraît pas complètement annexe, hein, parce que c'est des questions qu'on se pose. C'est-à-dire que quand on constate qu'il y a tel ou tel retard sur le chantier, est-ce qu'on doit appliquer les pénalités? C'est des questions que nous nous posons. Alors, une des façons que nous avons trouvées pour éviter de pénaliser trop rapidement les entreprises qui, par ailleurs, ont d'autres difficultés, c'est de constater, parce que c'est quand même souvent la réalité, qu'on a un ensemble d'événements et de causes possibles qui font qu'on n'est pas en mesure de déterminer quelle est la cause la plus déterminante du retard et donc le droit
à délai de l'entreprise. Et tant qu'on n'a pas fait cette démonstration de part et d'autre, ou qu'on ne s'est pas mis d'accord, on sursoit à l'application des pénalités. Merci. Pour terminer cette première table ronde, on va aborder un dernier point et je me tourne naturellement vers toi, François. Sur la façon dont le droit français en fait traite la concomitance et la causalité adéquate et comment le droit français aborde ces questions et si on peut revenir peut-être aussi sur le CRD. Je crois qu'on devait un petit peu l'évoquer, on l'a pas vraiment évoqué pour l'instant, donc on a encore un petit peu de temps si vous voulez évoquer ce point-là. Tu veux que je commence par le CRD? Oui. Donc, côté Société des grands projets, donc sur les marchés du Grand Paris Express, on a décidé, après avoir fait un benchmark sur des projets, on va dire, un petit peu analogues, hein, de mettre en place des comités de règlement des différends dans la deuxième génération des marchés de génie civil, c'est-à-dire passer de la ligne 15 Sud sur les marchés des lignes 16, 17, 18, marché de conception-réalisation et un certain nombre de gros marchés structurants, y compris sur les systèmes et sous-systèmes. Ça allait pas de soi et ça a fait débat à l'époque au sein de l'établissement. On s'est inspiré assez largement, on s'en connaît parfaitement, mais la principe des dispute boards, hein, et je dirais des standing dispute boards, c'est-à-dire des comités de règlement des différends qu'on met en place, hein, dès le démarrage du contrat, de façon à ce que le panel d'experts dont on s'entoure, hein, puisse suivre l'exécution du marché et vivre avec nous les difficultés et les écarts d'exécution du marché, de façon à ce que lorsqu'ils sont saisis d'un différend, ils puissent rendre un avis plus éclairé et plus rapidement. Le choix qu'on a fait, parce que là aussi ça a fait débat et on n'a pas réussi à le trancher, c'était de savoir si ces comités des règlements des différends, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, rendaient un avis qui liait les parties, donc une décision qui liait les parties, ou une simple recommandation que les parties pouvaient suivre ou ne pas suivre. Alors moi, quand je consulte les avocats de la place, ils sont pas tous d'accord, hein, sur le fait que une personne publique a le droit de s'entourer d'un CRD qui peut rendre un avis exécutoire. Donc on a pris un choix prudent qui est un choix de recommandation. Alors on pourrait se dire, bah, dans ce cas ça sert à rien. En réalité c'est quand même très utile, hein, parce que quand c'est bien fait et on prend le soin de s'entourer d'experts de bon niveau qui présentent toutes les garanties, ça prend du temps, un comité de règlement des différends, pour que chaque partie ait voilà, le temps de s'exprimer, qu'on respecte bien le contradictoire. Moi j'exige que les trois experts soient d'accord entre eux, hein, donc il n'y a pas d'avis dissident parce que sinon ça ne me sert à rien. Mais à partir de là, ces recommandations, soit on les suit, soit en tout cas elles nous permettent de trouver un accord sur le différend qui nous oppose. Donc je trouve ça très utile, hein. Et puis je vous disais tout à l'heure que bon, il y a quand même des contraintes, hein, côté personnes publiques, des corps de contrôle, hein, des sanctions qui peuvent être assez lourdes. Et le fait de disposer d'un avis tiers, et je dirais le tiers de confiance, ça aide aussi la personne publique, hein, à prendre telle ou telle décision d'extension de délai ou d'indemnisation. Peut-être juste sur ce point, puisque là c'est vraiment un retour d'expérience, moi je trouve ça extrêmement vertueux, le fait que les membres de ces CRD, qui sont en fait des comités de conciliation permanents, hein, mis en place avant tout différend, soient associés à l'exécution du marché, en ce sens qu'ils sont informés. Donc en pratique, c'est tous les 3 ou 4 mois, visite de chantier, réunion sur l'état d'avancement du contrat, etc. Ça donne un côté opérationnel inouï de ces comités de conciliation. C'est-à-dire quand on est saisi d'un différend, bon, d'abord, en principe, on doit rendre notre avis dans notre recommandation dans un délai d'1 mois. 1 mois, sachant qu'il y a un échange quand même d'écriture, il y a ensuite une réunion, une espèce d'audience, entre guillemets, et ensuite on rend un avis. Donc c'est très rapide. Et au bout d'1 mois, vous avez une recommandation. Alors à suivre ou pas, je pense que c'est plutôt une bonne chose que ça soit pas, ça s'impose pas. C'est aux parties de faire sien la recommandation. Mais je trouve ça très opérationnel pour le coup, et ça n'exclut pas tout différent, mais ça
quand même, ça a un côté prévention des différends qui est très important. J'ajoute, parce qu'on n'en a pas parlé, mais j'ajoute qu'on oublie parfois qu'il y a des possibilités d'arbitrage en matière de marché public. Il y a encore une jurisprudence récente du Conseil d'État qui a fixé le régime du contrôle du juge administratif en matière d'arbitrage sur les difficultés financières. On oublie, c'est une vieille disposition de 1906 qui est très peu utilisée, mais je le signale au passage. Sur l'autre question, mais je laisse Vincent dont il était prévu qu'il répondrait sur la question de causalité. Alors, merci pour le cadeau, parce que je pense qu'on parlait de la dominance et de la concomitance. Alors, ce sont des sujets qui sont un peu complexes, mais la littérature n'est pas non plus très claire sur ce sujet. Certains parlent de concomitance d'effets, de causes. Donc, moi, je voudrais essayer de clarifier déjà ce point-là. La concomitance de causes, je ne vois pas trop l'intérêt. Je préfère parler d'indépendance des causes. C'est un terme qui est plus fort que la concomitance. En fait, l'indépendance implique la concomitance. Donc, je préfère parler d'effets simultanés de deux causes indépendantes. Donc, pour que deux causes soient concomitantes, il faut déjà qu'elles répondent à la définition de la cause. Donc, comme je le disais tout à l'heure, un phénomène réel qui précède temporellement, cette équivalence entre la cause et l'effet, la cause implique l'effet et l'effet implique la cause, et un pouvoir explicatif. Mais alors, quelle est la différence ? Il faut que ces deux causes soient indépendantes, déjà, que l'une n'ait pas trouvé sa source dans l'autre, parce qu'autrement, c'est du passing, ce qu'on appelle ça en anglais le pacing. Donc il faut vraiment que les causes soient indépendantes, et ça, l'expert doit démontrer l'indépendance de ces deux causes-là. Alors pour qu'elles soient réclamables ou pour qu'elles soient traitées d'une certaine manière par les avocats, il faut les deux causes appartiennent à des parties différentes, parce que si elles appartiennent aux deux parties, dans ces cas-là, il n'y a pas de sujet. Et il faut surtout qu'elles engendrent un effet commun, insécable, indissociable. C'est-à-dire que si j'arrive à séparer l'effet en deux effets et associer un effet à une cause et l'autre effet à l'autre cause, dans ces cas-là, on ne parle pas de concomitance, puisqu'on a deux cas séparés qui sont réclamables séparément. Il y a souvent des abus. Les experts, en général, créent un gros effet, trouvent plein de causes et disent que ce nuage de causes a créé ce nuage d'effets. On tombe dans des global claims ou ce genre de choses. Mais il y a un deuxième problème, alors peut-être que Charlotte pourra m'expliquer, c'est oui, deux causes peuvent créer un effet commun, insécable, etc. Mais est-ce que les deux causes doivent être contributives, ou est-ce que les deux causes est-ce que chaque cause aurait pu créer l'effet indépendamment de l'autre? Ou est-ce que les deux causes doivent être associées pour créer l'effet? Alors ça, je n'ai pas trouvé de réponse dans la littérature, mais je pense que c'est un sujet qui pourra occasionner d'autres débats comme celui-ci. Et pour la dominance, il n'y a pas beaucoup plus au niveau technique, en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'autres explications dans la littérature. Si on cite Keating, qui dit que la dominance est une question de fait tranchée en appliquant des règles de bon sens, ou selon Henry Boot Construction versus Malmaison Hotel, la dominance est définie par la pertinence de la cause. Moi, en tant qu'ingénieur, j'ai du mal à mesurer ou la pertinence ou le bon sens. Donc, ce sont des choses qui sont vraiment à discuter avec les juristes, pour le coup. La dominance en science, elle s'explique simplement. Il suffit de dire quelle cause a créé le plus d'effets. Pour créer du verre, j'ai besoin de 10 pots. Je veux créer 10 litres de verre. En prenant des pots d'1 litre, je peux prendre 5 litres de bleu, 1 litre et 5 litres de jaune pour faire du verre. Si je mets plus de bleu que de jaune, si je mets 9 bleus et un jaune, j'aurai un verre différent. Donc la dominance, elle peut s'expliquer scientifiquement. Mais je ne pense pas que c'est de ça qu'il s'agisse quand on parle de dominance en termes juridiques. Premier point, déjà, pour rebondir sur la citation de Keating sur la notion de bon sens.
certes, je comprends que pour un ingénieur, le bon sens, ça veut rien dire. Mais en fait, ça a quand même un sens, c'est que à un moment, la causalité, en fait, c'est impossible de démontrer. On peut remonter en amont, enfin, ad vitam aeternam. Et du coup, il y a une question de bon sens, de savoir où on s'interrompt. Si je reprends l'exemple du début sur mon étudiant qui est convoqué à la mauvaise heure, est-ce que, en fait, je pourrais aussi choisir de remonter la chaîne de causalité à l'infini en disant mais quelles ont été les raisons qui ont conduit au fait qu'il a été convoqué à la mauvaise heure. Et vous voyez qu'en fait on commence à s'éloigner du débat et que évidemment oui, il y a une question de bon sens de dire on s'arrête à ce stade-là sur l'examen de la causalité. La causalité, c'est il avait été convoqué aussi à la mauvaise heure, traverse sans regarder et il est renversé par le chauffeur. Donc il y a effectivement quand même cette notion de bon sens, de savoir jusqu'où on s'arrête, parce que sinon, au bout d'un moment, c'est la causalité impossible. Et donc ça sera la deuxième table ronde, mais de savoir quand même, en fait, faut quand même savoir s'arrêter aussi. Après, sur tout ce qui est ce qu'on appelle en anglais les concurrent delays ou les causes concomitantes, vous voyez, en fait, normalement, on part des effets. On subit les effets en même temps, les retards sont subis, mais les causes qui ont engendré ces retards, elles peuvent ne pas avoir eu lieu en même temps. Ce qui est concomitant, c'est la conséquence, c'est le retard. Et en fait, souvent, déjà, alors après, je parle sous le contrôle de Françoise, c'est que on n'a pas forcément honnêtement une jurisprudence aujourd'hui qui est suffisamment précise pour répondre à cette question. Par contre, ce que moi je peux voir, c'est que c'est quand même très rare d'avoir une concomitance parfaite. Très souvent, il faut faire, on va dire, un zoom et on se rend compte que, en fonction, on va dire, de ce que je regarde, de la fenêtre que je regarde, ça apparaît, on va dire, comme concomitant ou pas. Souvent, on va dire, par exemple, elles se chevauchent les causes. Et donc, je peux au moins identifier une période où il y a un premier retard qui est lié à la cause 1, puis après, il y a un retard où je peux pas forcément différencier ce qui est lié à la cause 1, cause 2. Et après, une fenêtre où là, j'ai que ma cause 2. Enfin, le retard lié à la cause 2. Donc déjà, c'est de vraiment regarder. Et je rentrerai pas dans le détail parce que je crois que ça va être évoqué plus tard. Mais il se pose la question, notamment, effectivement, quand de cette concomitance derrière, est-ce qu'on fait un partage des responsabilités? Donc ça va être tout ce qui est, alors on a un sujet sur ça, le fait du créancier, ce qui est on va dire, ce que dit le contrat, ça va partager. Donc on va partager, et après il y a le sujet de la perturbation diffuse, parce que notamment les deux grandes théories de l'équivalence des conditions ou causalité adéquate, est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout? Est-ce qu'elles sont vraiment utilisables, ou est-ce qu'on peut les transposer directement, ou est-ce qu'on a la décision? Aujourd'hui, je suis pas sûre sur quand on a plein de perturbations du maître d'ouvrage, quand on a plein de petits faits qui pris indépendamment ne sont pas si graves, mais qui ensemble ont cet effet un peu boule de neige. Et donc voilà. Donc en tout cas, bref, sur les concurrent delays ou la concomitance, vraiment, en tout cas, moi je sais qu'aujourd'hui, faute d'avoir une matrice juridique très claire pour trancher ces questions, la première chose à faire est de décomposer et de vraiment regarder dans le détail, parce qu'au final, une concomitance réelle où vraiment il y a une égalité entre deux causes qui est engendré exactement le même effet sur les retards, sans qu'on puisse voir une dominance ou autre sur exactement les mêmes périodes de temps, c'est assez rare. On peut en tout cas souvent quand même concentrer le problème. Merci à vous quatre. Je vous propose de peut-être passer aux questions. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle tout en? Oui. Alors, attends, je vais aller filer un micro. Tu peux faire Bonjour. Du coup, je rebondis justement sur ce que vous venez de dire. Et dans ces cas-là, est-ce que vous préconisez, vous, alors vous êtes avocate si je ne me trompe pas, d'établir en fait un arbre des causes, par exemple,
en définissant par exemple des pourcentages de responsabilité, puisque parfois en fait un même fait, la cause en fait vient de sur plusieurs parties. Est-ce que dans ce cas-là, ça peut être préconisé et si oui, est-ce que vous avez déjà eu le cas en fait? Moi, je l'ai déjà vu effectivement dans des contrats, c'est par exemple des matrices de risque, et en fait avec parfois des pourcentages différents en fonction des causes. Donc en fait, c'est effectivement très bien, c'est que parfois c'est un outil qui du coup a le mérite de la simplicité. Le point négatif, ou en tout cas, c'est que ça incite derrière, on va dire, au shopping de causes. Je prends mon annexe et je vois ma cause qui marche mieux. Cette cause-là, la force majeure, j'ai que du temps. Ah, mais si j'ai telle cause-là, j'ai du temps plus un tiers de coût. Donc, c'est vrai qu'il faut, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui doit être pensé, mais moi, je trouve que c'est un outil efficace. Et par contre, il y a quand même un écart entre ce qui est pensé en début de chantier et ce qu'on voit après dans le cours du chantier. Donc, malheureusement, c'est pas toujours ce qui a, le sujet de, ce seront pas forcément les causes qui seront invoquées pour tout ce qui est retard. Je le vois plus sur des aspects réclamation, risque. Je ne sais pas si ça répond. Si, ça répond parfaitement. Du coup, si je comprends bien, cet outil et cette matrice, elle est utile quand vous établissez votre stratégie, finalement, pour de défense ou d'attaque, peu importe. Moi, c'est un document que je regarde tout le temps. Tout le temps. Mais ma question va un peu plus loin, c'est-à-dire est-ce que vous l'avez déjà utilisé en fait, dans le cadre de négociations en fait, entre les parties? Vous voyez ce que je veux dire? En amont ou en aval? En aval, même. En aval, moi, oui, oui, beaucoup. Et honnêtement, ce que je vous disais, c'est que je l'ai même utilisé pour réhabiller mes réclamations. Enfin, en disant, ça avait été réclamé sur de la force majeure, et je vois que si je change le fondement, je réclamerai mieux. Ça se voit quand tu habilles la réclamation. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, juste là. Oui, bonjour, je voulais revenir sur le comité de règlement des différends. On voit bien l'intérêt effectivement d'avoir des experts qui suivent l'avis du contrat du début jusqu'à la fin pour faciliter les échanges et éviter les litiges ou les contentieux. Mais bon, j'imagine que ça a un coût. Et donc, vous avez estimé que ce coût-là valait la peine d'être payé par rapport à l'expérience que vous aviez avant. Vous vous êtes dit, je vais diminuer mon niveau de dépenses liées à des dérapages, des litiges, etc., grâce à un investissement dans ce comité. Comment vous avez fait finalement cet arbitrage de mettre en place le comité? Alors la réponse c'est oui, c'est un coût, qui est un coût non négligeable. On n'a pas forcément monétisé les avantages qu'on en retire par rapport au coût de fonctionnement du comité de règlement des différends. Mais on est intimement convaincu que le fait d'être en capacité de pouvoir discuter de manière dépassionnée, rationnelle, et trouver des solutions en cours d'exécution du chantier avec l'aide d'un comité de règlement des différends, le prix qu'on paye pour avoir ce CRD à disposition est bien moindre que les conséquences financières. Il n'y a pas que des conséquences financières de différends qui viendraient rendre difficile l'exécution du marché. Donc oui, cette appréciation coût-opportunité, on l'a faite, et très clairement, on est convaincu que la valeur de ces CRD est bien plus importante que le coût. Je parlerai plutôt en valeur qu'en coût. J'insiste sur le caractère doublement préventif de ces comités de règlement des différends. C'est-à-dire que quand ils sont saisis, ils sont là pour faire des recommandations, pour éviter d'aller plus loin, évidemment. Mais encore en amont, le simple fait qu'il y ait ces réunions, ça permet de désamorcer. En réalité, le problème des différends, c'est qu'une fois qu'ils sont noués, c'est trop tard, j'ai envie de dire. Il faut qu'on soit en amont. Et donc là, c'est un lieu, encore une fois, il y a d'autres lieux d'échange, mais c'est un lieu parmi d'autres d'échange qui permettent de désamorcer en amont un certain nombre de réclamations, peut-être aux grandes dames de personnes qui... Mais voilà, en tout cas, il y a ce côté très préventif
sur lequel j'insiste, mais effectivement avec ce coût. Alors après, la question de savoir, je pense qu'il faut se retourner vers les ingénieurs, savoir si c'est calculable, le fait de savoir ce qu'on ne peut jamais savoir en réalité, à mon avis, si on fait des économies ou pas. Hein. C'est un pari en réalité de savoir si ça désamorcera ou pas. Ça peut dépendre de toute une série de facteurs, mais en tout cas, évidemment, ça suppose des marchés d'une certaine importance compte tenu du coût. Nous, on a la chance d'être entité adjudicatrice. Hein, certains sont pouvoirs adjudicateurs. On a un peu plus de liberté dans la façon dont on conduit les procédures d'achat. Et pour répondre à votre question, mais c'est juste un indicateur. Donc, on utilise pas mal la procédure négociée et puis quelquefois le dialogue compétitif qui permet un véritable échange en amont. Et ça, c'est très bien parce qu'on a toute l'intelligence de l'industrie pour construire avec eux le contrat et ses grands équilibres. Il m'est arrivé d'avoir une discussion avec un fournisseur qu'évidemment je ne nommerai pas, qui nous a indiqué que si on envisageait de mettre un comité de règlement des différends dans le contrat, parce qu'il n'était pas prévu à l'origine, il était en capacité, lui, de nous faire une réduction assez significative de son offre dans le cadre d'une offre 2 ou une offre 2 bis. Donc, pour lui, ça avait de la valeur aussi. Et là, pour le coup, lui, il avait monétisé. Et du coup, parfois, par exemple, nous, en pathologique, on voit des dossiers où, honnêtement, en fait, ce qui crée le dossier, c'est justement le fait que les sujets n'aient pas été traités au fur et à mesure. Donc, d'une certaine manière, que ce soit via un CRD, une médiation de projet, enfin, il y a plusieurs mécanismes possibles. Mais qu'au moins, il y ait quelque chose qui soit fait en cours de projet, parce que le fait que ça ne soit pas traité en cours de projet va générer le blocage. Et derrière, ça coûte très, très cher, que ça soit, on va dire, en réclamation qui chiffre très vite, que ça soit après en coût de procédure. Par exemple, un arbitrage, ça coûte très cher. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment un intérêt à traiter au fur et à mesure, et effectivement parfois même du coup, je ne veux pas dire de bêtises, mais parfois notamment les fonds ou des fonds européens demandent du coup qu'il y ait des... Comment ? Je dis aujourd'hui les grandes banques de développement. Exactement. C'est ce que je voulais préciser. Si des banquiers demandent à ce qu'il y ait des dispute boards sur les chantiers qu'ils financent en titre du développement, c'est que ça doit quand même servir à quelque chose, parce que s'il y en a qui savent compter, c'est quand même eux. Non, mais je dis ça de cette manière, mais pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Vincent, qui est ici, donc qui du FIDIC, lui, qui ont développé des modèles de FIDIC pour les banques de développement, ont introduit les dispute boards. Enfin, si tout le monde introduit ça, c'est que ça sert à quelque chose. Excusez-moi d'être aussi trivial, mais vraiment, Le fameux. Est-ce qu'il y a une dernière question avant la petite pause ? Oui. On vous passe le micro si vous, comme vous voulez. Sauf si la voix porte. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions qui sont très très intéressantes. Je ne sais pas si ce sera l'objet de la deuxième table ronde. Il a été évoqué les différentes méthodes d'analyse planning en fonction des phases du projet et leur pertinence qui est plus ou moins adaptée en fonction des phases. Est-ce que vous pourriez davantage développer ? Vous parliez de la phase du projet. Oui, effectivement, la phase du projet est importante. En fait, ce qui est important, les causes, on les a toujours. Donc, on fait une analyse retard après avoir les causes. La question, c'est de savoir si on les fait avant que les effets se produisent ou après. Si on les fait avant que les effets se produisent, dans ces cas-là, on négocie une IoT, une Extension of Time. Les deux parties prennent leurs risques quand on fait une IoT. Parce que l'analyse est faite sur une analyse mathématique. On ne sait pas si la réalité va correspondre au calcul. Mais on signe un avenant au contrat, et dans ces cas-là, les deux parties prennent leurs risques. La première analyse prospective qu'on fait, c'est la baseline du projet. Enfin, personne ne sait ce qui va se passer, pourtant il y a bien un planning qui est signé. Une fois que les effets sont apparus, c'est très difficile de faire une analyse de type analytique. Pourquoi ? Parce que en général, on ne peut réclamer que des effets réels. Or, les méthodes prospectives fournissent des effets calculés, qui ne correspondent pas forcément toutes. Alors, l'ACE considère l'Impact Idas Plan comme une méthode rétrospective quand les effets ont eu lieu. Donc, il faut faire attention. Mais il faut, dans ces cas-là, s'assurer que les effets calculés correspondent à la réalité. Ça, c'est vrai. Et en plus, comme le disait François,
Oula, Benoît. Tu vois, il est temps de faire une pause. Il est temps de faire une pause, effectivement. Ce sont des méthodes impropres aux réclamations financières, puisque les réclamations financières impliquent d'étudier les concomitances. Et ça, quand on introduit 1, 2 ou 3 retards choisis, par définition, on n'a pas l'ensemble des retards dans l'analyse. Voilà. Pour faire simple et court, C'est nickel. Merci à vous quatre. Merci pour vos questions. On reprend dans une petite demi-heure pour la seconde table ronde et vous avez de quoi prendre un petit café.